Voilà, bonsoir pour ces nouvelles rencontres de la médiathèque centrale de la métropole de Montpellier en partenariat avec la librairie Seran. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Régis Geoffrey pour la sortie de son dernier livre, Cannibale. Donc c'est évidemment un écrivain qui a déjà assez connu puisqu'il y a eu plusieurs prix littéraires, plusieurs romans, et son livre est un livre qui fait actuellement beaucoup parler. Il est dans les sélections pour les prix littéraires, mais c'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Donc ce soir, on va donc avoir une discussion autour de ce livre, je crois, qui va marquer cette rentrée littéraire. Merci en tout cas d'être là ce soir. Merci. Bonsoir. Régis Geoffrey, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si je vous présente ou vous vous présentez vous-même. 30 ans d'écriture, 20 romans. Ça va de l'imagination hyper féconde aux faits divers plus morbides. Et j'ai envie de vous demander si on ne pourrait pas dire que votre dernier roman, Cannibale, et on rentrera après dans les détails, sera un petit peu à l'embranchement des deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une imagination hyper fertile, féconde, jouissive même, et à la fois, il y a aussi le côté morbide, la mort s'invite à table, c'est le cas de le dire, pour Cannibale. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette vision de votre livre ? Je ne sais pas. Ce qui me fascine actuellement, c'est la bien-pensance dès qu'on parle de littérature. C'est effrayant. Je crois que c'est pas une époque, parce que souvent on dit l'époque est médiocre, je crois que c'est pas ça. Je crois qu'ils sont dans une époque d'une bien-pensance terrible. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on ne parle pas à des lecteurs adultes qui connaissent d'ailleurs la vie et la mort. On dirait qu'on est là pour parler à des enfants à qui il faut donner des préceptes pour la vie qu'ils vont mener. Morbide, comme vous y allez, je dirais que c'est de la littérature. Et la littérature, pour moi, c'est pas du tout la description qu'on nous fait aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui sont d'ailleurs assez hypocrites, parce que c'est pas des gens qui sont spécialement des braves gens, quoi. Et qui écrivent effectivement des histoires de braves gens, des histoires d'amour avec des gens très sympathiques. Toujours, il faut que ça aille vers l'espérance, la foi en l'humanité. Donc, je vais répondre à votre question, mais c'est malheureusement de plus en plus souvent qu'on me dit, on dit, vous êtes cruel, vous êtes... Non, je suis écrivain, et la littérature... c'est pas de la tarte, c'est pas du tout l'image qu'on a. Donc moi je pense pas que ce soit spécialement morbide. En effet, il y a le thème de la mort qui est là, mais c'est la littérature même. La littérature, c'est comme la philosophie. Ça commence quand il y a une réflexion sur la disparition des choses. Enfin, moi, c'est ma conception, c'est-à-dire que je pense que la littérature et la philosophie sont deux choses assez proches. Quand c'est pas proche, c'est qu'on est, à mon sens, un peu loin de la littérature. Quand, je sais pas moi, j'en arrive à plus savoir de quoi on parle, parce que pour moi, la littérature, je sais pas, c'est des auteurs comme Balzac, comme Flaubert, comme Joyce, comme Proust. Bon, tous ces gens-là, à ce moment-là, étaient morbides. Étaient obsédés sexuels, et Dostoïevski. Je ne sais pas de quoi on parle après. Je crois que vous avez raison, mais je ne sais pas par rapport à quoi on se place pour dire que je suis spécialement morbide. Alors voilà. en fait, je reprends. Je me trompe peut-être. Non, mais je vais mieux m'expliquer. Ce que je voulais dire, c'était par rapport à votre propre écriture et à votre propre travail. Je trouve qu'on trouve à la fois dans Cannibale l'âme de microfiction, par exemple, et à la fois la passion que vous avez pu avoir récemment pour les faits divers. C'est-à-dire que ce que vous racontez ici, qui ne se produira peut-être pas, on va laisser les lecteurs le découvrir, c'est-à-dire manger quelqu'un pourrait figurer parmi les faits divers. Ça a déjà été le cas. Quelqu'un se venge, tue et mange. Je comprends ce que vous voulez dire, mais pas, à mon avis, là, on n'est pas du tout dans cette optique-là, parce qu'on n'est pas du tout dans le réalisme. On n'est absolument pas dans le réalisme. D'abord, ils vont pas ni le tuer ni le manger, et je donne pas la fin, parce qu'en fait, la fin, c'est le destin, en réalité, qui reprend les gens en main. Mais on n'est pas là, on est avec toute l'épaisseur de l'écriture, c'est-à-dire que
je ne sais pas pourquoi, à propos de ce livre, me vient toujours cette histoire du chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, on raconte ça à des enfants. Comment c'est possible de raconter à des enfants une grand-mère qui a été dévorée et le petit chaperon rouge qui est dévoré par le loup? Et pourtant, on peut le faire parce qu'il y a toute l'épaisseur de la fiction, il y a toute l'épaisseur du langage. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on ne le fait plus, mais bon, à l'époque où on le faisait, c'était quand même pas des cauchemars qu'on racontait aux enfants. Et là, je suis plutôt dans ce, pour moi, je suis plutôt dans ce contexte-là que dans un contexte de faits divers. Parce que déjà, on est avec deux personnes, deux femmes, qui ont ce grand privilège, à mon avis, justement de ne pas exister en étant dans cette époque bien pensante. On dirait qu'elles sont d'une autre époque, qu'elles ont été élevées au XVIIIe siècle, dans un XVIIIe siècle rêvé, ou même sur une autre planète. Donc je pense qu'on n'est pas pour moi, on n'est pas du tout dans un contexte de faits divers, au sens où on n'est pas dans un contexte réaliste. Voilà. Ça, c'est aussi un risque énorme actuellement, parce que tous les gens, ils viennent vous dire, alors, qui racontent des histoires vraies. C'est-à-dire que ça a l'air le cacher, comme si c'était une authentification, c'est bon ou c'est mauvais, la littérature. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit vrai? C'est un peu comme la musique. Bientôt on va dire oui, mais c'est vrai, c'est la mélodie d'un aigle. Ben oui, mais si la mélodie d'un aigle n'est pas du Mozart, je préférerais toujours du Mozart. Alors revenons donc sur la construction de votre livre. Donc je précise que c'est un roman épistolaire. D'abord deux femmes de générations différentes. Jeanne qui est la plus âgée et Noémie qui est la plus jeune. Et en fait, ce qui les rapproche, c'est que il y a un homme entre les deux, donc c'est le fils de la plus vieille et l'ancien amant de la plus jeune. Et comme elle a été quittée, elle se tourne vers, c'est pas vraiment l'ex-belle-mère, mais enfin, voilà, la future ex. Voilà. Pourquoi un roman épistolaire ? Moi, ça m'est assez naturel. Et puis, moi, j'en avais déjà écrit un, ça s'appelait Lacrimosa, qui était épistolaire aussi. Moi, je crois que c'est très naturel comme genre littéraire. Je pense que le roman, une des sources du roman, ça a dû être la correspondance. Parce qu'on a par exemple la correspondance d'Élisée Abélard, d'Héloïse Abélard, pardon. Qui est un livre d'ailleurs extraordinaire et qui n'est pas très lu d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est vraiment merveilleux. Et c'est un véritable roman, ça aurait pu être écrit par un romancier en réalité. C'est assez naturel au sens que là, on peut écrire, deux personnes ou trois personnes peuvent écrire un roman sans l'avoir cherché. C'est un peu comme le journal intime, je dirais. C'est-à-dire qu'il suffit que le journal intime soit imaginaire pour que ça soit un roman. Il suffit que la correspondance soit imaginaire pour être un roman. Pour moi, c'est quelque chose de très, très naturel dans le roman. Je trouve que c'est quelque chose qui a une magie en elle-même, même si elle n'a pas été inventée. C'est pas quelque chose qui a été inventé en réalité, mais c'est quelque chose, oui, qui est dans la nature des choses, je trouve. Et alors pourquoi deux femmes? C'est pour faire comme Balzac avec Mémoire de deux filles rangées ou Non, je n'avais pas pensé à ça. Non, mais deux femmes, il y a toujours des femmes dans mes livres déjà. Puis je ne sais pas ce quel rapport ça avait. Vous voulez dire les deux femmes de... Non, le fait de, comme vous écrivez, c'est un homme qui écrit une femme. Puisque vous les signez, vos lettres, elles sont Jeanne et Noémie. Oui. Donc est-ce que quand vous écrivez ces lettres-là, vous êtes femme? Ah ça, j'en sais rien, parce que j'ai toujours fait... la plupart des personnages, de mes personnages sont des femmes, alors ça, je sais pas. Sûrement que je ne le suis pas. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, il n'y a pas mais il n'y a pas cette recherche non plus. Je veux dire, j'ai pas du tout une démarche, je dirais américaine, la démarche américaine qui consisterait à se plonger dans les choses, à vouloir être à la place des. J'ai une démarche assez française en fait, assez européenne, assez désinvolte, assez prime sautière. C'est-à-dire, j'ai pas dans ce livre-là, j'ai toute cette légèreté-là. C'est-à-dire, je suis pas dans le réalisme déjà. Et donc ces femmes de toute façon ne sont même pas des femmes, hein. Elles sont encore moins des hommes, mais elles ne sont pas des vraies femmes, elles sont vraiment des personnages qui survolent le réel. Elles n'ont pas l'inconvénient d'être homme ou femme, je pense. Donc pour vous, elles n'existent pas?
Ben, elles n'existent pas, ce sont des personnages littéraires qui ont cette noblesse de ne pas avoir cette espèce de chose actuelle, d'obsession actuelle, de venir du réel, quoi. Je veux dire, à ce moment, ça devient une maladie. Ça devient strictement une maladie. Hein. Je veux dire, je ne vois pas un roman où les gens ne disent pas mais ça existait, c'est arrivé un tel. C'est très très bizarre, comme s'il y avait une façon de s'excuser, d'écrire, de dire c'est pas moi, vous savez, ça a vraiment existé. Parce que si ça a vraiment existé, on ne peut pas le contredire. Donc ce qui a existé n'est pas médiocre. C'est une sorte de façon de se préserver des choses. Non, là, c'est pas des personnages du tout réalistes. Hein. Ils sont pas du tout réalistes. Mais quand vous êtes en écriture, est-ce que ces personnages vous hantent? Vous savez, moi, j'écris tout le temps, donc je suis pas tellement bon candidat. Les écrivains possédés de leurs personnages, ou alors je suis possédé tout le temps. Je sais pas, j'écris tout le temps, moi. Donc là, quand vous écrivez un roman épistolaire, donc Jeanne et Noémie s'écrivent. Vous l'écrivez, si on rentre dans les coulisses, dans la fabrication du roman. Est-ce que vous les écrivez comme elles nous viennent, ou est-ce que Jeanne écrit tout le temps et puis ensuite vous la quittez et vous devenez Noémie qui répond à Jeanne? Parce qu'il y a quelque chose dont on peut parler quand même dans votre livre qui, moi, m'a beaucoup intéressée, c'est la place de la schizophrénie. Donc la plus jeune, Noémie, dit qu'elle a des problèmes de schizophrénie et que par moments, elle n'est plus elle-même. Donc il y a même une lettre assez étrange qui est signée par un de ces personnages. Ça m'a fait penser à Romain Gary et son livre Pseudo, où il avait un réel problème de dédoublement, de personnalités multiples. Est-ce que c'est Régis Geoffrey qui a écrit le livre? Ah oui, c'est moi, mais non, j'ai pas les problèmes de Romain Gary, qui avait surtout des problèmes d'impuissance à la fin de sa vie. C'est très drôle parce que quand on revoit les émissions de télé où on voit Romain Gary, c'est une apostrophe que j'ai regardée sur le site de l'INA, c'est très drôle. Et on dit alors ces deux hommes, ils ont écrit, je fais une parenthèse, ils ont écrit des trucs sur des hommes qui ont peur de vieillir et tout. Et à la fin, on se dit oui, ils ont peur de pas bander. C'est très drôle parce que Gary parlait que de ça à la fin de sa vie. Mais c'est une parenthèse. Non, là, elle est réellement, elle dit mais justement, c'est pas un problème pour elle. C'est-à-dire, c'est un peu un pays, ce livre, où les deux femmes n'ont aucun problème. Elle est schizophrène, mais c'est une partie de sa personnalité, quoi. Voilà, elle a donc un certain nombre de personnalités. On n'est pas dans le dolorisme et dans la douleur, je pense. Et quant à moi, ben oui, je suis schizophrène, autrement je ne serais pas romancier. Autrement, je serais à vous dire, oui, mais ça a vraiment existé, parce que j'ai une voisine justement qui écrivait, Non, bien sûr, mais si vous voulez, les auteurs qui sont dans la normalité psychiatrique et dans la normalité tout court, moi, m'intéressent pas. Moi, j'ai jamais lu que des auteurs complètement fous. Bah, d'ailleurs, Romain Gary était pas très à l'aise puisqu'il s'est tiré une balle dans la tête. Non, je veux dire, les écrivains qui sont très assimilables par la société, moi, m'ont jamais beaucoup intéressé. Je ne vais pas citer tous les écrivains, mais je veux dire, par exemple, un garçon comme Proust, il était complètement à la masse, quoi. Vous lisez La recherche du temps perdu. Alors la perversité, parce qu'aujourd'hui c'est pas une perversité, mais à l'époque l'homosexualité c'était plus qu'une perversité, c'était un crime. Les gens étaient en taule. Vous parliez des auteurs qui parlent de perversité, mais Proust, pour l'époque, c'était plus que la perversité, c'était plus que l'obsession. Les gens étaient enfermés en France pour seule homosexualité. En Allemagne, c'était encore pire. Et tous les personnages de La recherche sont homosexuels, à part le duc de Guermantes et le narrateur, bizarrement. Donc non, c'était des gens un type comme Joyce, il a toujours été vilipendé parce qu'il était fou, qu'il était pervers. Balzac, moi je ne vois pas du tout comment il est arrivé à sortir La femme de 30 ans sans avoir de problème. J'ai jamais trop compris, tellement que c'était extravagant de sortir ça. Bon, Flaubert, etc. Donc moi, les seuls auteurs qui m'intéressent, c'est ceux-là. Alors après, tous les autres qui sont dans la normalité et la bien-pensance, c'est grand bien leur face. Je pense que c'est très bien pour faire du commerce de livres. Voilà, parce que il faut vendre quand même des livres à des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à la littérature. Mais la littérature, elle est infréquentable.
Et elle a ce côté. Et là, en ce qui concerne les personnages, effectivement, elle est schizophrène, mais elle, ça lui pose aucun problème. Je suis un peu échappé de ce qu'on m'avait dit, en fait. Alors, les lettres aussi, on a une impression que c'est aussi un grand, vous disiez tout à l'heure très justement, l'esprit prime sautier, et la lettre permet très bien ça, parce que du coup, on peut passer d'une date à l'autre, d'un moment à l'autre, en faisant des ellipses temporelles incroyables. Mais c'est aussi le moment de parler de choses très différentes d'une lettre à l'autre. Est-ce que ces lettres sont simplement les angoisses qui vous traversent, ou bien les angoisses du temps présent? Alors, pour en citer que quelques-unes, et qui sont récurrentes dans vos livres: l'amour, la mort de l'amour, la mort tout court, la vieillesse, la maternité. Il y a quand même des pages incroyables sur ce que pourrait être la maternité, ou ce que ça n'est pas, ce que ça devrait être et ce que ça n'est pas. Est-ce que ce livre est aussi votre vision du monde? Il y a des aphorismes dedans, vous êtes d'accord? Il y a un petit côté Régis Geoffrey moraliste, mais moraliste au sens 18e, je veux dire, pas faire la morale, mais saisir le monde, vous voyez, en deux phrases. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est surtout que moi, je suis un auteur de fiction. Et les aphorismes sont des fictions, et les idées aussi. C'est pas du tout pour me défausser, etc. Mais il y a cette négation, je parle pas pour vous, de la fiction. Et on pense que à chaque fois qu'il y a quelque chose dans un livre, l'auteur est impliqué. Pas forcément impliqué. Moi, il y a d'abord, elles se contredisent tout le temps, puisqu'elles parlent d'amour. Donc l'amour, elles le tournent un peu dans tous les sens possibles, et elles en disent à peu près tout ce qu'on peut en dire. Mais moi, je pense que les idées, ce qui est intéressant dans la littérature, c'est justement que les idées soient des fictions. Parce que on n'est pas tenu, comme dans la philosophie, par exemple, par le principe de non-contradiction. Dans la littérature, ça peut être un principe de juxtaposition, et vous avez elles peuvent appartenir, les idées peuvent appartenir à des personnages, mais je pense que même les idées elles-mêmes peuvent être des personnages différents. Et donc non, je ne suis pas je n'ai pas forcément, je suis pas forcément d'accord avec les aphorismes entre guillemets développés dans le livre. Non, parce que moi je suis quand même dans la fiction, et ça choque beaucoup, la fiction. Ça choque beaucoup parce que, par exemple, vous avez beaucoup de gens qui écrivent des livres sur les faits divers et qui font des romans, mais moi, ce que j'ai fait, c'est d'être vraiment dans la fiction avec le réel, et là, c'est quelque chose de scandaleux. C'est-à-dire que la fiction, actuellement, peut-être a toujours été, comme c'est la liberté totale et la liberté absolue, d'autant plus que dans d'autres médias, parce que, par exemple, au cinéma, vous pouvez avoir ça, mais c'est très compliqué. Le cinéma, ça coûte cher. Avant qu'un film soit tourné, il faut faire intervenir des producteurs, etc. Donc il y a quand même une liberté relative qui est déjà... La fiction, c'est la liberté totale et absolue, et je pense que ça passe pas si bien que ça en réalité. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si vous dites que je ne savais pas que ce livre-là ne passait pas très bien, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il s'agit de manger... Non, je n'ai pas dit que ça passait pas très bien. Je dis que la fiction, en réalité, pose un problème. Ça pose un problème actuellement. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que cette liberté de la fiction est problématique aujourd'hui, parce qu'on essaie toujours, et c'est pas du tout ça rend pas du tout en reproche, mais on essaie toujours de vous dire, de vous faire défendre. Et d'ailleurs, moi d'habitude, je tombe parce qu'on me dit, vous dites que ça, donc j'essaie de défendre la chose. Alors comme si c'était, comme s'il fallait que vous défendiez les idées qui sont dans votre livre, comme si c'était les vôtres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Dans celui-là, c'est impossible, parce que vous le dites vous-même, c'est tellement étourdissant qu'on ne sait pas ce que vous pouvez penser. Oui, tout à fait. Puisqu'un jour, c'est bien de vieillir, un autre jour, c'est terrible, un jour, c'est bien d'aimer son fils, un jour, c'est horrible. Donc, de toute façon, vous étourdissez le lecteur avec tous les potentiels et toutes les possibilités que le monde offre. Donc, de toute façon, un jour, vous pouvez défendre un point de vue, le lendemain, le suivant. Je crois que c'est assez, pour moi, c'est assez justement le point de vue du roman. C'est ce côté un peu cataclysme, un peu chaotique du monde dans lequel on vit. On vit dans une espèce de
de chaos, mais simplement on se rend pas compte à quel point on change d'avis, à quel point on nous montre des images comme à des enfants, et selon l'image qu'on nous montre, on nous fait changer d'opinion. Par exemple, regardez sur l'immigration, on a l'impression qu'en France, il y a eu des millions de gens qui sont entrés. Je crois qu'il y en a 10 000, un truc comme ça. Donc ça dépend de l'image qu'on va nous montrer. Voilà, on nous montre... et je pense à ça, mais on peut penser à tout ce qu'on veut. Et donc dans la littérature, il n'y a pas ce côté justement de dressage de l'opinion ou d'essayer d'emmener les gens quelque part. Enfin, en tout cas, dans ce livre-là, c'est un peu un livre de liberté totale et de liberté absolue, et surtout de la littérature dans ce qu'elle a de plus profond quand elle est gratuite. Alors, bon, du coup, ouais. Oui, parce qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on avait parfois au XVIIIe siècle. Il y avait ce côté, cette espèce de liberté absolue, et quand même une sorte de profondeur dans la narration des choses. Peut-être je me trompe en disant 18e, mais c'est le langage. À un certain moment dans le langage, quand on arrive à essayer de maîtriser justement le français, qui est très difficile à maîtriser, on arrive à dire des choses avec le français. On arrive à avoir une sorte de transparence. Justement dans les idées, on arrive à dire des choses, on arrive à décrire des situations, et on arrive à une sorte de transparence. Et moi, c'est ce que j'ai eu à certaines fois dans ce livre, dans la phrase. J'ai essayé d'avoir une transparence totale entre la phrase et ce qui était dit dans l'histoire. Moi, j'ai eu une sorte de quête, j'ai pas réussi à arriver, de la perfection. Et je suis arrivé à un niveau de perfection qui m'est personnel. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai écrit un grand nombre de fois, jusqu'à ce que j'arrive... j'ai poussé dans les derniers retranchements ce livre pour le pousser jusqu'où je pouvais le pousser. Ça a été... et c'est d'autant plus... et après il y a une lecture des gens qui va être ce qu'elle est, quoi. Mais alors, avant de revenir sur la perfection de la langue qui est... Non, mais c'était... Attendez, j'ai pas... Non, mais c'est visible, c'est très visible, ça. J'ai dit ma perfection à moi. Non, je m'étais poussé, moi, où je pouvais aller. Non, mais cette quête de perfection, elle est lisible. C'est tout à fait perceptible dans ce que vous avez écrit. Mais avant d'y revenir, je voudrais peut-être aussi dire un mot du sujet que vous choisissez, parce qu'au fond, on n'en a pas encore vraiment parlé, qui prend le titre. Et vous dites le scandale ou la difficulté pour les lecteurs de l'accepter tel quel. C'est que vous choisissez donc de dire que l'homme dont on va se venger, en l'occurrence l'ancien amant et le fils, non seulement on pourrait le tuer, ça, bon, c'est assez classique, mais en plus, on pourrait le manger. Et donc là, vous attaquez aussi peut-être quelque chose qui, dans la société aujourd'hui, ne fonctionne pas. Si on parle du principe qu'aujourd'hui, les enfants seraient tout ce qu'il y a de plus sacré, et vous arrivez en disant, manger son fils, c'est quand même peut-être la plus grande jouissance. Donc il y a quelque chose là qui peut choquer le monde dans lequel on vit. Vous voyez ce que je veux dire dans la réception? Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais on est quand même tellement dans l'irréel que je ne pense pas que les gens peuvent être... Peut-être, mais peut-être. Hein. Mais je pense que c'est quand même la tentation des mères de manger leur fils sur un plan subliminal. C'est un peu ce que les mères font et ce que les mères font souvent. Donc là, je pense que on est dans cette perspective-là. Et puis il y a ce côté, oui, ces deux femmes qui veulent vraiment le dévorer, parce qu'en fait elles veulent se venger toutes les deux. Voilà, donc c'est une histoire de vengeance, parce que la première, d'abord elle l'a laissé tomber parce qu'il lui convenait pas, et puis en réalité il est pas revenu pleurer pour qu'elle le reprenne, donc en réalité c'est comme si c'était lui qui l'avait laissé tomber. Et puis la mère elle a eu cet enfant qu'elle a appelé du nom de son amant, qu'elle avait connu avant et qui est mort, et elle aurait bien voulu que cet enfant soit à la hauteur de ce qu'était cet amant, et elle est très déçue. Donc elle va à la fois se venger elle, et finalement venger cet amant qui est un peu
qui est un peu son fils puisqu'il a son nom, mais qui n'arrive pas à être à la hauteur de cette personne. C'est une histoire, oui, c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de déception. La haine et le squelette, vous avez une très jolie phrase pour dire ça, pour dire que plus qu'un squelette dans la vie, il faut la haine. La littérature ne vous démentira jamais là-dessus. C'est évidemment, c'est les grands salauds qui font la littérature, on le sait. Mais pour autant, est-ce que vous ne croyez pas qu'au cœur de la haine, c'est la déception d'abord? Elles sont toutes les deux déçues. Oui, elles sont extrêmement déçues par cet homme. Et puis en même temps, elles jouent avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, elles arrivent à faire un jeu de tout. C'est-à-dire qu'elles ont un peu ce côté... c'est pas le 18e, c'est un 18e qu'on imagine. C'est-à-dire on imagine des gens dans des châteaux qui s'ennuient, qui font un jeu de tout. Et là, elles font un jeu de tout. C'est-à-dire qu'elles font un jeu de l'amour, de la mort, etc. Et tout se vaut. Et tout est c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'immoralité, on est dans la moralité totale. C'est-à-dire que tout se vaut. La vie, la mort, manger son fils, aimer quelqu'un, le détester, tout est c'est une sorte de chaos, comme si on était en état d'apesanteur finalement, et tout flotte. Ce sont deux femmes gratuites. Tout est gratuit, rien n'a plus de valeur que le reste. D'ailleurs, elle dit ça a beau être mon fils, il n'y a pas de raison que je sois plus indulgente avec lui qu'avec un autre. Et donc, s'il mérite la mort, oui, je dois le tuer aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de légèreté, d'égalité des choses. Et là, je dirais qu'on est loin, justement, on est plutôt à un moment... La musique, il y a bien un moment où la musique s'affranchit du bruit. Là, c'est le moment où la littérature s'affranchit de la réalité, des conceptions qu'on peut avoir, de cette lourdeur de la vie, justement, qui nous fait dire le haut n'est pas le bas n'est pas le haut, et qui nous donne une conception douloureuse des choses. Elles n'ont pas finalement une connaissance douloureuse. Elles sont jusqu'au fin fond du désespoir, mais ça n'est pas une douleur. Voilà, voilà, le monde est comme ça, mais il y a une lucidité qui n'est pas douloureuse, je dirais, chez elle. Du coup, pour arriver à cette lucidité, c'est le langage qui nous y amène. Donc, vous le disiez, une recherche de perfection. Les phrases sont extrêmement calibrées, construites. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pratiquez le gueuloir à la Flaubert? Est-ce que ces lettres, vous les avez dites à voix haute pour qu'elles sonnent comme... D'ailleurs, Flaubert, il en parle. Enfin, moi qui suis un grand lecteur de sa correspondance, il en parle guère de ça. Je ne sais pas pourquoi on est toujours obsédé par ce gueuloir de Flaubert. Jamais, moi j'ai jamais. Non, le truc d'ailleurs, se relire. Enfin, mon avis, relire, vous voyez, c'est très flatteur. Il y a un acteur qui disait qu'il pratiquait le gueuloir et qu'on voyait ce qu'il écrivait. C'est-à-dire, c'est très flatteur. Vous arrivez à. Non, moi je veux dire, le pire que je relis. Vraiment, d'abord, c'est très mental. Et puis quand je relis, vous voyez, je vous dis comment je fais. Je me permets de vous écrire de la part de Noémie. Je suis sa meilleure amie, sa sœur, sa camarade. Nous sommes côtoyés pour la première fois 3 heures après notre naissance dans la province de la maternité bourriale. C'est comme ça. Je lis le plus mal possible parce que la lecture, c'est très flatteur. Et je ne sais pas, il y a un vague texte sur Flaubert. On dit qu'il faisait venir sa domestique et qu'il disait... Je sais pas moi, pourquoi il n'en parle pas dans sa... Il n'en parle vraiment jamais dans sa... peut-être que... Non, moi je ne fais pas. Hein. Moi je vous dis la seule... parce que gueuler, tout passe. Tout va passer quand vous gueulez. Quand vous dites un texte, il va toujours passer. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'écrivains d'ailleurs qui écrivent des livres assez mauvais, mais qui en lecture, c'est pas mal. Parce que vous arrivez à tout faire passer. Par exemple, vous avez les écrivains américains, c'est assez marrant quand on les voit lire, parce que c'est toujours extraordinaire. On dirait qu'ils préparent ça avec des profs de théâtre. Je pense d'ailleurs que c'est vrai. Et c'est toujours le même truc qu'ils font. Et le résultat est toujours extraordinaire, ou alors c'est extrêmement drôle, ou c'est extrêmement dramatique. Et mon avis, voilà. Maintenant, le gueuloir de Flaubert, il n'en parle pas des masses, en tout cas. Et je crois que c'est un mot... C'est pas un bon chemin, à mon avis, parce que c'est la lecture, ce qui est intéressant, c'est quand c'est silencieux, quand c'est les mots qui rentrent dans la tête et cette espèce d'explosion qui se fait dans le cerveau. Et je pense personnellement que si j'avais des conseils à donner à un écrivain qui commence à écrire, ce serait surtout de ne pas gueuler, parce que tout passe. Gueuler, moi je ne suis pas acteur, mais donnez-moi n'importe quel texte, je pense que avec la lecture on arrive à le faire bien passer, c'est mon avis. Hein.
Et donc là, quand vous faites cette lecture, donc que vous dites la pire possible, qu'est-ce que vous entendez qui ne convient pas? Si vous reprenez, si vous corrigez. Mais parce que c'est là où les défauts peuvent apparaître. C'est là où moi là, si je c'est quand et là je suis sûr que ça passe parce que je l'entends là. Mais justement parce qu'il n'y a aucune intonation, il n'y a rien. C'est encore plus neutre que quand on lit. Voilà. Mais c'est avec la lecture la pire, la plus robotique possible qu'on peut arriver à voir le texte lui-même. C'est le texte lui-même qui... en réalité, la littérature, c'est la littérature. C'est rien de ce qu'on nous raconte. C'est pas des bons sentiments, c'est pas le réel. La littérature, c'est la littérature. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça se fait certainement pas en gueulant. Justement, la littérature, c'est de lire et d'avoir ces mots qui dans la tête, justement, deviennent des personnages, deviennent des musiques et deviennent des situations, deviennent des décors. C'est un peu... La littérature, c'est du cinéma, mais simplement, ça se fait avec des mots qui font tout dans la tête. Et c'est quelque chose qui se fait silencieusement. C'est une opération silencieuse. Elle est aussi silencieuse que quand, par exemple, un chef d'orchestre lit une partition et qui lit une partition d'opéra. Et pour les plus doués, les plus chanceux, qui ont l'oreille absolue, en lisant une partition d'opéra, il entend tous les chœurs, il entend les chanteurs, il entend les musiciens, et il entend tout à la fois. Et un roman, c'est ça. Ça doit... Quand on le lit, on doit tout entendre à la fois pour que tout explose dans la tête et qu'il y ait à la fois la voix, le ton, l'univers et que tout se produise. Et ça, c'est dans le silence du texte. Et ça se passe justement en dehors de toute lecture qui puisse être faite soit par l'auteur, soit par quiconque. Et c'est sans aller chercher à la rescousse le réel. C'est cette opération étrange qui va se faire. Et ça se fait par l'écriture. Et puis c'est une opération qui est silencieuse. C'est une des rares... la lecture, c'est un phénomène extrêmement étrange de nos jours parce que c'est... Littérature, en fait, la littérature, c'est quand on parle plus comme on parle. C'est-à-dire qu'on n'entend plus la même façon de parler. Et c'est ça qui gêne les gens. C'est-à-dire que si vous regardez les best-sellers, ce qui se vend beaucoup, il y a une chose générale, c'est pas tellement ce qu'ils racontent. Parce qu'ils racontent, pourquoi pas, la même chose que les autres. Non, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mots, et c'est les mêmes phrases qu'on entend. Simplement, la littérature, c'est quand on entend autre chose, que c'est une autre voix. Voilà, voilà, un violon, c'est pas un oiseau. Voilà ce que je veux dire. C'est une création de la civilisation, la littérature. C'est pas... c'est-à-dire toujours quand on va chercher dans le côté du cri, du naturel, etc. Oui, mais c'est quand on arrive quand on utilise par exemple un violon et qu'un violoniste, il a fallu qu'il apprenne pendant 15 ans et quand c'est toute une civilisation pour arriver même à l'objet du violon, c'est là où on arrive à faire des choses extraordinaires au son. C'est pas avec un canari. Alors que la littérature, c'est ça. C'est pas la douleur à l'état pur. C'est pas la joie à l'état pur, c'est l'expression de la douleur et de la joie. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu les œuvres d'art qui sont arrivées. Et on n'a pas à s'appuyer sur autre chose dans la littérature. On n'a pas à s'appuyer sur quelque chose pour la soutenir, même comme la voix humaine. C'est pas du tout que je critique le fait de faire une lecture à haute voix, mais je dis que la littérature, ça doit se tenir tout seul. Voilà, enfin pour le gueuloir de Flaubert, je ne sais pas s'il gueulait toute la journée. Non, sans doute pas. Il n'en parle pas. Mais c'est marrant dans la correspondance, vraiment, parce qu'il y en a une lettre à Louis Bouillet, il raconte ce qu'il fait, ils se voient entre eux pour faire... Ils disent on va faire du plan, c'est-à-dire qu'il est obsédé par le plan de son livre, etc. Il fait la lecture à un moment à ses amis qui viennent. C'est pas... Il raconte voilà, qu'il a travaillé jusqu'à 4h du matin, etc. Je me souviens vraiment, c'est pas. Je crois que ça existe vraiment dans 2 ou 3. Puis c'est surtout des amis de Flaubert qui racontent cette histoire. Mais je sais pas, on situerait ce Gaulois parce que je sais pas, ça m'a toujours paru très étrange. C'est comme il y a une autre chose aussi, mais alors là qui est complètement fausse et qui est quand même qui traîne dans tous les manuels scolaires, c'est Madame Bovary, c'est moi.
Alors on a fait une interprétation comme quoi Madame Bovary lui ressemblait. C'est le contraire de Flaubert. Flaubert, il voulait justement faire un roman où il n'y a rien de lui-même. En réalité, il a dit ça parce que quand Madame Bovary est sortie, comme c'était une histoire assez banale en Normandie, parce qu'en Normandie, les gens se pendaient, parce que selon les régions, on se pend ou on se jette à l'eau, enfin on se suicide d'une façon différente. Et en Normandie, à l'époque, en tout cas, on se pendait. Donc on lui disait, est-ce que c'est l'histoire de tel village, de Madame Machin de tel village? Et il en avait assez. À un moment, il a dit, non mais Madame Bovary, c'est moi. Et l'histoire vient de là. Enfin bon, bref, voilà pour Flaubert. Alors donc vous parliez donc longuement de la littérature, de la perfection qui vous a, enfin de ce souci de perfection, d'arriver à une langue très transparente, ce qui apparaît aussi dans votre livre. Et je pense que ça serait intéressant de le dévoiler aux lecteurs qui sont là. C'est la place de l'humour, parce que certes vous abordez quelque chose peut-être qui, je ne sais pas si on peut dire, oui, vous l'avez dit, qui enfreint la morale, dans cette idée qu'on pourrait manger son enfant avec plaisir, toute la figure de l'ogresse. Mais pour autant, c'est pas du tout sombre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on rit. Et avez-vous ri? Est-ce que vous vouliez vous divertir? Est-ce que la littérature, c'est aussi un moment où l'écrivain s'amuse? Mais c'est-à-dire, j'ai du mal à répondre parce qu'en fait, c'est moi. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire, donc, je sais pas, c'est plutôt quelque chose qui m'est naturel. Et là, en même temps, c'est deux choses, c'est que c'est un roman qui m'est assez naturel au niveau de ce dont je parle, de la mort, de la vie, etc. Et de la façon d'en parler. C'est là où il y a une grande liberté aussi de ce côté-là. C'est que c'est moi, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... Donc la causticité, le regard parfois cynique, mordant, très réjouissant aussi. C'est pas du tout prémédité parce que c'est moi. Ça, c'est ma façon de m'exprimer, la façon de parler, de voir les choses. C'est complètement naturel, quoi. Donc ça, j'ai pas eu à travailler ce côté-là des choses. C'est un peu ma façon de vivre les choses. Mais je pense que vous savez, les écrivains sont rarement pas drôles. Par exemple, Proust, c'est très drôle du début à la fin. C'est maintenant qu'on en a une image un peu compassée. Balzac, alors lui, Balzac, aujourd'hui, ce serait terrible parce qu'il fait même des jeux de mots épouvantables. Balzac, c'est toujours drôle la littérature. Moi, ça m'a toujours paru drôle. Et est-ce que vous vous amusez quand vous écrivez? Ah, mais moi, je m'amuse tout le temps. Oui, tout à fait. Voilà, oui. Ah, mais oui, moi, je m'amuse de tout. Hein. Je m'amuse de tout, non, bien sûr. Alors, l'amusement du clin d'œil pour le fils qui s'appelle Geoffrey? Oui, il s'appelle Geoffrey, parce que déjà, je n'ai jamais tellement aimé mon prénom, mais Geoffrey, quand il est écrit G-E-O-2-F-R-E-Y, ça me paraît un assez beau prénom, en réalité. Et puis, c'est autobiographie comme tous les romans d'amour. Je pense que dès qu'on écrit un roman d'amour, dès qu'on écrit un roman, ce sera de toute façon, ça sera autobiographique. Et je contredis pas ce que j'ai dit tout à l'heure, bizarrement. C'est le côté un peu chaos et un peu nuage. Mais oui, je me reconnais dans le personnage et là avec la plus grande humilité, parce que autant les deux femmes sont des personnages quasiment métaphysiques, autant lui est un personnage qui est complètement les deux pieds dans la réalité, qui est extrêmement gris, lui. C'est un architecte, il est dans le réel, on sent qu'il a eu la même vie un peu grise, qu'il a fait les mêmes études, qu'il a été assez laborieux, il est toujours aujourd'hui obligé de tenir compte à la fois de la réalité, des autorités, puisqu'il est architecte, il est obligé de faire des concours, etc., et de la matière. Et il a des préoccupations assez ordinaires. C'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus sur le plancher des vaches, il est les deux pieds au fond, dans la terre que ces deux femmes. Et alors, il a un rapport à sa mère aussi qui est quand même assez particulier, puisqu'il nous dit que la belle aventure que de jeter sa mère aux ordures.
Oui, il a des problèmes avec sa mère, oui, en effet. Oui. Mais elles sont un peu ils sont un peu dans le même monde, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun respect pour ce genre de sentiments. Mais il faut dire que là, c'est quand même romanesque, hein, c'est pas ma mère. Et elle n'avait jamais fait de complot pour me tuer. Et donc là, c'est quand même la réponse. C'est quand même ces deux personnages et donc sa mère qui veut le tuer. Donc il est quand même, il se laisse pas, il ne veut pas se laisser tuer. Mais c'est une mère qui est une mère épouvantable quand même. Un personnage de mère épouvantable. Donc c'est une réponse à ça. C'est pas une réponse dans l'absolu des mères. Donc on l'aime de s'en débarrasser, on l'excuse d'une certaine manière. C'est ça que vous voulez dire? Ah ben, c'est-à-dire que lui, c'est de la légitime défense. Oui, elle veut le tuer, donc c'est la légitime défense. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est l'enfant, c'est un peu l'enfant martyr de l'histoire classique. Simplement, l'enfant, il a 52 ans, donc le combat est plus, elles sont plus à égalité. C'est pas, donc c'est un enfant que la mère voudrait martyriser, mais qui se laisse pas qui va pas se laisser martyriser parce qu'il est adulte. C'est déjà beaucoup plus gai comme enfant martyr. Voilà, c'est pour ça que c'est assez drôle. Dernière chose, et puis après, vous nous lirez peut-être une des lettres. Vous aimez une langue très imagée. Vous mettez la métaphore facilement, les comparaisons. Et j'ai lu sous la plume de Pivot qu'aujourd'hui, c'était plus la mode des métaphores. Bon, je suis pas sûre qu'il ait forcément raison sur ce point-là, mais alors quel est votre lien justement à cette langue imagée? Où est-ce que vous trouvez tout? C'est assez naturel chez moi, c'est pareil, c'est un peu mon ADN, hein, la métaphore. Donc, parce que je pense que la langue française peut donner beaucoup de choses par la métaphore, parce qu'elle n'a pas beaucoup de mots. Et que avec la métaphore, ça en fait, ça s'appelle un peu, c'est un peu faire le point sur quelque chose. C'est quand on précise vous savez que par exemple, ça me vient à l'esprit, je crois que les Esquimaux, les Inuits, pardon, mais dans mon enfance on disait Esquimaux. Je crois qu'ils ont 45 mots ou plus que ça pour dire la neige. Nous, on n'a qu'un mot. On n'a pas la même neige. On n'a pas la même neige, mais on n'a qu'un mot pour dire le blanc. On n'a qu'un mot. Il y a beaucoup moins de mots qu'en anglais, par exemple. Donc, pour arriver à préciser quelque chose, c'est justement si on n'a pas la métaphore et si on n'a pas un jeu de langage autour, on aura moins de précision. Voilà. Et puis moi, c'est un peu mon ADN, c'est ma nature. Vous en auriez une à nous donner maintenant, une métaphore que vous aimez bien? Non, là, ça ne me vient pas à l'esprit. Alors moi, il y en a une que j'aime bien. C'était la façon dont vous parliez d'Alzheimer ou de la dégénérescence sénile comme un criquet qui vient ronger le cerveau, etc. Je trouvais que c'était effectivement très imagé. Ah ben, je sais pas parce que j'ai pas encore Alzheimer, mais j'ai bientôt là. Enfin, j'ai l'âge. Hein. Je vais y penser. Alors on va. Mais d'ailleurs, Alzheimer, c'est intéressant, ça n'a rien à voir avec la littérature, mais on nous parle de la maladie d'Alzheimer, et j'ai lu par exemple que 30% des gens vont avoir la maladie d'Alzheimer, mais on ne connaît pas tant que ça les gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Je sais pas, c'est un truc de bon sens qui me vient à l'esprit. Vous en connaissez beaucoup? Oui, oui. Ah bah alors c'est moi, je suis désolé. Non, pardon. Noémie, quelle folie d'être une pareille jeune femme. A-t-on idée d'être double? N'est-ce pas assez pénible déjà d'être une fois? Se réincarner passe encore, mais habiter d'autres consciences, être un couple jusqu'au sein des seins de soi-même, violer sa propre intimité, introduire la zizanie en son fort intérieur, faire de ce lieu d'harmonie une sorte de foyer où on se dispute comme des concubins. Je vous plains d'avoir quitté la terre ferme de l'individualité pour aller patauger dans les marécages du dédoublement où s'enfoncent les fous. Puisque vous aimez l'informatique, consultez donc des sites d'hôpitaux psychiatriques. Ils doivent proposer des poudres digitales qui, mêlées à l'eau tiède, accomplissent les mêmes prodiges que ceux des exorcistes dont regorgeaient les siècles de jadis. Les douches froides peuvent aussi vous être d'un grand secours. Petite coquine, vous me parlez de la disparition de Geoffrey avec une candeur de pucelle. Rôtir son fils, quel projet cocasse pour une maman. Pardon.
Cela me rappelle un méchoui à Cahors où nous avions été conviés avec Poutine, c'est son mari, dans les années 70. Quel beau printemps ce printemps-là. Nous nous étions réfugiés sous la marquise en toile blanche pour ne pas périr d'insolation. J'ai encore sur les papilles le goût du cocktail à la figue de Barbarie dont nos hôtes nous hydrataient. Nous vidions avidement nos verres en regardant grésiller la bête au-dessus du brasier où flambait une branlante commode... Au-dessus du brasier où flambait une branlante commode Louis XV dont il s'était lassé. Manger son enfant. Je crois bien que c'est le fantasme enfoui de beaucoup de mères. Ingurgiter ce que nous avons un jour expulsé. Rendre à la nature le fruit de nos entrailles. Elle en fera des fleurs, un arbre ou de minables orties. Ne laisser derrière soi aucune trace de son passage éphémère sur cette planète, le plus souvent assez mal lunée pour nous maltraiter et semer tracas, angoisses et frustrations sur notre petit lot de pain de joie d'exister. Oui, Noémie, vraiment, vous me tentez. Votre jeunesse vous permettra de vous accoquiner facilement avec une bande de ces salopios qui hantent les rues. La plupart sont si vicieux qu'ils nous serviront gratis pour le plaisir du crime. Nous n'aurons nul besoin de louer une propriété. Je possède 3 maisons de campagne, sans compter ma villa de Menton où la chair de ma chair cuirait face à la mer. Il vaudra mieux l'exécuter au mois de juin quand les journées sont longues, ensoleillées et la nature délectable. Nous l'entreposerons d'abord quelques jours dans un local frais et aéré afin qu'il se faisande. La viande de boucherie n'est jamais vendue le lendemain de l'abattage. On doit laisser bactéries et micro-organismes aller leur train pour la rendre plus savoureuse et tendre. Puis, armés de scie et de grands coutelas, nous la dépècerons. De beaux morceaux tranchés fins dans le sens des fibres. Vous n'aurez qu'à vous exercer auparavant chez vous sur une biche ou un cabri. Je ne peux vous inviter ce week-end. Geoffrey s'est annoncé. Craignant de lui mettre la puce à l'oreille, il va de soi que j'ai accueilli la nouvelle en contrefaisant la cordialité. Un goujat, cet enfant. J'aurais dû autrefois lui inculquer de la politesse les rudiments. Trop tard, il est trop tard. Que sonne donc le glas ? Je vous embrasse fort, petite fée. Vous êtes une carabosse, une de ses nièces pour le moins, mais le diable vous a donné toute la beauté qu'il lui avait refusée. Vous êtes la petite fille que je n'aurai jamais, car ce Geoffrey est trop égoïste pour un jour se reproduire et de toute façon, de vous, il n'aurait obtenu que des ersatz de vous. Je vous embrasse et vous aime délicieusement, Jeanne. Alors, est-ce que